Bonjour à tous. Donc je vous avais dit que je vous proposerai quelques petites vidéos sur des auteurs, des petites mises au point ponctuelles. Alors je vous en proposerai quelques-unes. Donc j'en ferai une sur Kant dès aujourd'hui, donc une autre sur Rousseau, une sur Patterson et enfin une autre sur Peter Singer. Voilà, c'est pour éviter quelques contresens que vous pourriez faire sur ces auteurs un petit peu compliqués dans le cadre de vos dissertations. Donc ce sont des petits cours flash, c'est pas très long, ça vous permettra donc durant ce cours du mois de mars de les appréhender, de me poser des questions éventuellement sur ces cours si vous aviez des difficultés, vous me faites un relais en cours bien évidemment. Donc je commence par deux petits cours sur Kant, un que je vous propose dès aujourd'hui et puis un que je ferai dans la suite de ce mois. Je vous propose un petit cours sur le statut de l'animal chez Kant et j'en proposerai un autre sur l'animalité en l'homme chez Kant, qui me semble moins crucial cette année, parce que j'ai peu l'impression que des sujets de ce type sur le rapport de l'animal en l'homme pourraient tomber au concours. Je trouve que c'est pas assez centré sur l'animal. Alors, la question donc que se pose Kant, c'est une question très simple, c'est comment traiter l'animal, ce qui peut faire d'ailleurs un joli sujet de dissertation, comment traiter l'animal. Donc autour de 1760, Kant est professeur à l'université et il donne un cours de morale. Ce cours, nous l'avons, il est consigné, il s'intitule « Les leçons éthiques ». Et dans ces leçons éthiques, il est question donc à un moment donné de la manière dont on traite bien sûr de l'être humain et également des êtres qu'il appelle inférieurs. Il nous dit « Il est question de devoir envers les êtres qui sont inférieurs et supérieurs à nous ». Donc pour ce qui est des êtres inférieurs, on comprend qu'il s'agit des animaux, et pour les êtres supérieurs à nous, il s'agit sans doute des êtres spirituels, donc des devoirs religieux à l'endroit des divinités. Donc je n'aborderai pas la question bien sûr du respect à l'endroit des êtres supérieurs, c'est pas au programme. La question du respect des bêtes donc, se pose pour Kant. Vous constatez que c'est assez neuf puisqu'on est en cette fin, milieu de XVIIIe siècle. Donc on est dans une période où en France, on a les travaux de Condillac, de Diderot, de Rousseau. On pourra les mettre en parallèle, ces auteurs-là, parce qu'ils sont à peu près dans la même mouvance de reconnaissance d'un statut un peu à part de l'animal. On est dans une période de dépassement du mécanisme cartésien, donc cela se sent à travers un questionnement renouvelé du statut de l'animal. L'homme n'a, explique Kant, aucun devoir immédiat à l'endroit des animaux. Pourquoi? Parce que l'animal n'a pas conscience de lui-même. Et donc, en tant qu'il n'a pas conscience de lui-même, il n'est pas une fin en soi, il n'est pas un but en tant que tel, et n'ayant pas conscience de lui-même, il ne souffre pas de la même souffrance que l'être humain, conscient de cette souffrance et pouvant s'en souvenir, y penser et éventuellement donc se plonger dans la pensée de cette souffrance, c'est-à-dire dans l'angoisse, sans pouvoir s'en sortir, s'en déloger. Donc l'animal n'ayant pas conscience de lui-même, l'homme n'a pas de devoir direct, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de devoir, il n'a pas de devoir direct, et insistez bien donc sur cet adjectif, l'idée de devoir immédiat, c'est l'expression qui est utilisée par Kant, ou de devoir direct est centrale ici. Il nous dit, Kant, dans ce cours, je le cite, que c'est l'envers de cette médaille qui est l'impératif catégorique, qui exige qu'on traite l'homme toujours aussi comme une fin. Alors toutes ces citations, je vous les donnerai, donc inutile d'en faire la synthèse, je vais vous envoyer ce document des diverses citations que je vous donne ici. Donc l'envers de la médaille qui est l'impératif catégorique. Alors je vous rappelle qu'il existe chez Kant plusieurs impératifs, notamment l'hypothétique et le catégorique. Qu'est-ce que c'est un impératif hypothétique? C'est ce qu'on fait en vue d'une fin autre. Par exemple, lorsqu'on a besoin d'un moyen en vue d'une fin, vous avez quelque chose à faire, vous allez utiliser un moyen, vous avez besoin de ce moyen-là, eh bien, c'est un impératif, tu dois. Par exemple, tu dois utiliser un couteau pour couper ta viande, tu ne pourras pas la couper sans ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme de devoir, mais ça n'est pas un devoir moral, c'est ce qu'on appelle donc l'impératif hypothétique. Un tu dois qui nous renvoie donc à un impératif pratique. Et puis il y a donc ce qu'il appelle l'impératif catégorique. Là, c'est pas tu dois pour quelque chose en vue d'une finalité pratique, mais tu dois parce que tu dois. C'est-à-dire que c'est autotélique, le devoir et sa propre finalité, c'est ce qu'on va appeler donc l'action morale. Je ne traite pas l'homme
avec respect, en vue d'obtenir de lui des avantages. Donc l'action pratique souvent nous conduit à ce genre de stratégie. Je suis agréable avec ces personnes parce que je veux obtenir d'elles quelque chose, je suis intéressée à cette gentillesse que je lui accorde. Non, là je suis morale avec lui, je le traite en tant qu'homme parce qu'il est homme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre finalité si ce n'est qu'il est cet homme, une fin en soi. Je le respecte en tant qu'homme parce qu'il est homme. Donc l'impératif catégorique nous dit Kant, qui fait que nous traitons les êtres humains comme du fin, a un envers de médaille. Alors cet envers de médaille, c'est que nous n'avons pas de devoir direct à l'endroit de l'animal, puisque c'est l'homme que nous traitons comme homme parce qu'il est une finalité en tant que tel. Donc vous voyez que finalement cette logique de l'argumentaire de Kant est liée à une représentation de l'homme comme fin, alors que l'animal, bien sûr, est encore un moyen. Est-ce que nous n'avons aucun devoir? Eh bien, nous allons avoir des devoirs indirects, c'est l'expression qui est utilisée par Kant dans son cours. Il les appelle également des devoirs médias. Donc pensez à ces deux expressions, devoir indirect ou devoir médiat. On avait dit tout à l'heure qu'il n'y avait aucun devoir direct ou aucun devoir immédiat. Vous le voyez que là, ces deux adjectifs sont pris à l'envers. Par exemple, je peux très bien traiter l'animal correctement, mais rien ne me l'impose. Manifestement, le devoir n'est qu'indirect, c'est-à-dire que l'animal, le devoir envers l'animal, va en quelque sorte viser une finalité autre que le devoir envers l'animal. Je ne respecte pas l'animal pour respecter l'animal. En fait, je respecte l'animal en vue d'autre chose, et vous allez voir que cette autre finalité est encore l'être humain. Alors pour illustrer le propos, et je le ferai assez souvent durant ce cours, je mobilise quelques œuvres d'art, ce que j'ai fait peu cette année. Bon, là je vais mobiliser des œuvres picturales, deux ouvrages notamment, l'un de la même période, un 18e, notamment un tableau, une série plutôt de gravures d'un peintre qui s'appelle Hogarth, H-O-G-A-R-T-H, Hogarth, qui est un peintre anglais qui a consacré à la cruauté une série de 4 gravures qui sont très connues, qui s'appellent donc les 4 étapes de la cruauté, The Four Stages of Cruelty, qui date de 1751, et donc elle expose cette série, la cruauté naissante et aboutissant à son optimum. Et donc vous avez une première gravure où on voit le petit enfant, un petit enfant qui maltraite son chien, qui torture son chien. Ça, c'est la première étape de la cruauté. Et puis, il a grandi, il est devenu adulte, et là, il frappe un cheval. Bon, deuxième étape de la cruauté. Troisième étape, il a une compagne, une femme, et il tue cette femme. Il produit ce qu'on appelle un crime passionnel. Et enfin, la dernière étape donne à voir cet homme disséqué, puisqu'il a été condamné à mort pour son crime envers l'être humain. Et donc, en tant que criminel, il a été mis à mort. Et maintenant, eh bien, c'est sur lui que s'exerce une forme de cruauté indirecte. Voilà les 4 étapes de la cruauté d'après Hogarth. Donc je vous invite à aller voir peut-être sur internet ces 4 images très intéressantes avec donc une espèce de gradation, de crescendo dans la violence. Autrement dit, lorsqu'on traite mal les animaux, et c'était le cas notamment au XVIIIe siècle, et Hogarth, qui vit à Londres, est sidéré, écœuré par le traitement barbare de l'animal dans les rues de Londres, notamment les animaux qui sont des animaux de trait ou de transport. Et il veut condamner cette pratique, et il veut montrer surtout que si on laisse la cruauté s'exprimer sans jamais la freiner, sans jamais la réprimander, elle va finir par se durcir et elle va engendrer de vrais criminels. Donc voilà la leçon de cette œuvre qui me semble directement donc en lien avec la thématique kantienne, puisque la finalité, vous le voyez, n'est pas le respect de l'animal en tant que tel, mais il s'agit d'éviter que l'humanité ne dégénère moralement et engendre donc des criminels. Alors, je voudrais faire le lien avec une formule d'un poète qui est René Char, un poète du XXe siècle, qui dans son recueil de poèmes Les Matinaux écrit « Ceux qui regardent souffrir le lion dans sa cage pourrissent dans la mémoire du lion ».
Ceux qui regardent souffrir le lion dans sa cage pourrissent dans la mémoire du lion. Alors c'est vrai qu'on s'est très longtemps amusé de l'animal dans sa cage, on s'est même amusé, triste souvenir, à montrer des hommes dans des cages. Vous savez que durant la période de développement du colonialisme, les expositions universelles de l'Occident, on va dire technicien chrétien, hein, n'hésitaient pas à donner à voir des hommes venus d'Afrique, notamment le fameux pygmée qui par sa petite taille était sidérant, ou des nègres blancs, c'est-à-dire des noirs qui étaient atteints d'albinisme. Donc on a traité l'être humain aussi comme cela, eh bien cela fait pourrir l'être humain dans la mémoire de cet animal qui finalement, du point de vue de René Char, est plus moral que l'être humain lui-même. Et je voudrais vous lire un texte de Max Horkheimer. Je vous en avais parlé dans les premiers cours que j'avais enregistrés courant mars dernier, de Max Horkheimer, qui est un grand auteur critique à l'endroit des animaux et de la rationalité lorsqu'elle se déploie dans le cadre de cet arraisonnement de la nature. Il écrit notamment dans ses notes critiques un très joli commentaire d'une autre toile, qui est une toile du XVIIIe siècle aussi, donc on reste, vous voyez, dans cette culture XVIIIe, qui est un tableau d'un Italien qui s'appelle Longhi, L-O-N-G-H-I, Longhi, qui a représenté, cette toile est très célèbre, un rhinocéros captif qui est dévisagé par des visiteurs. Donc il est dans une pièce vénitienne, un très joli intérieur vénitien, et donc tout le monde est émerveillé par le corps étonnant de ce rhinocéros. Donc on est dans une ville d'Europe qui incarne tout à fait la culture, le développement de la civilisation, et pourtant on a une attitude peu civilisée à l'endroit de cet animal. Voici ce qu'il écrit, Max Horkheimer. Je vous rappelle qu'Horkheimer, ça s'écrit H-O-R-K-H-E-I-M-E-R. Je vous lis le texte et je vous l'envoie bien sûr. Nulle part ou presque, la bêtise des humains ne ressort mieux que dans cette image. C'est la seule race qui emprisonne les exemplaires d'autres races et les tourmente de diverses manières, uniquement pour se grandir à ses propres yeux. Comme le stupide animal du tableau paraît sage, je dirais plutôt digne, en comparaison de ces hommes insensés qui, précisément à la même époque, torturaient et jetaient sur des bûchers leurs propres congénères, soi-disant parce qu'ils déviaient de la foi, mais en réalité pour des raisons qu'eux-mêmes ignoraient. Cette race de la nature est indescriptiblement folle et cruelle. Donc on voit le parallèle qu'établit Horkheimer ici entre le fait de mettre des animaux comme ça dans des situations de torture physique ou psychologique en quelque sorte, puisqu'ils sont sidérés par l'attitude de ces hommes insensés qui les regardent, mais aussi la manière dont ça dévie systématiquement dans une même violence à l'endroit des êtres humains, l'évocation notamment des guerres de religion ici dans ce passage. Je mets sur des bûchers des hommes, mes propres congénères, je suis la seule race à faire cela, hein, à me débarrasser de mes propres congénères pour des idées saugrenues et notamment de différence de foi, de folles raisons, et c'est pour cela que l'animal humain est un animal fou et cruel, ici, d'après Max Horkheimer. Alors je reviens à Kant. Kant, dans son fameux cours, donc dans les leçons éthiques, mobilise des auteurs antérieurs, notamment Leibniz, qui est un philosophe allemand comme lui, de la fin du XVIIe siècle. Et Leibniz est évoqué faisant une expérience sur un animal. Et voici la manière dont Kant décrit le travail de Leibniz. Leibniz s'est servi d'un petit ver de terre qu'il voulait observer, après quoi il le remit avec sa feuille dans l'arbre où il l'avait pris, afin qu'il ne subisse aucun tort à cause de lui. Il aurait été désolé de détruire sans raison une telle créature. Donc on voit un philosophe extrêmement précautionneux à l'endroit de l'animal, qui prend grand soin de l'animal qu'il étudie pourtant. Donc on peut étudier sans meurtrir, sans torturer, et on voit Kant très attaché à évoquer cette espèce de prévenance de Leibniz à l'endroit des animaux. Donc ça n'empêche pas la science, puisque on peut éviter une violence, on va dire, gratuite. On sent que la violence gratuite à l'endroit des animaux est exclue ici. On peut se conduire avec les bêtes avec égard. On n'a pas le droit de se conduire n'importe comment avec l'animal. Vous retrouvez bien donc là, appliquée de manière concrète, cette idée de devoir indirect vis-à-vis des êtres inférieurs.
il y a un devoir de l'être humain à prendre soin de la nature. Et on va voir d'ailleurs que chez Kant, cela se vérifie aussi au niveau de toute nature, qu'elle soit végétale ou matérielle, minérale, donc inanimée. Même si Kant n'hésite pas à faire cette distinction, bien sûr très classique, entre la nature inanimée et le vivant animé, eh bien il nous dit, lorsqu'on est face à un cristal par exemple, à une beauté minérale, eh bien on sent que si on la détruisait, ou si on flanquait, je ne sais pas moi, un coup de pied dans la fleur par exemple, eh bien on aurait affaibli un sentiment humain qui favorise la moralité. Parce que bien sûr que cette fleur, elle est inutile et que ce bout de cristal, je pourrais le détruire parce qu'il ne m'est pas utile. Mais si j'en arrive à cette destruction, je vais affaiblir en moi un sentiment. Alors quel est ce sentiment? C'est le sentiment qui consiste à aimer quelque chose d'inutile. Nous pouvons aimer les choses qui nous sont utiles, mais nous pouvons aussi aimer les choses indépendamment de leur utilité. On pourrait peut-être appeler ça le plaisir esthétique. Et pourquoi détruire ce qui est aimé, ce qui suscite un sentiment très positif en nous. Sentiment qui n'est pas moral en soi, vous le constatez, le plaisir esthétique n'est pas la moralité, mais il favorise ce plaisir esthétique, la moralité. Donc lorsque je suis face à des créatures vivantes et dépourvues de raison, la cruauté sera un manquement à un devoir indirect, à la fois parce que ça émousse ce sentiment qui pourrait faire de moi un être moral, cette sympathie qu'inspire la souffrance, qu'inspire l'anéantissement des réalités naturelles. Je suis attachée à ce que la nature reste telle qu'elle est, et donc j'aurai un ressenti de manquement à mon devoir si je détruisais ces réalités naturelles. Et puis je détruirai aussi ce qui, à terme, est une faculté engendrant la moralité. Donc un devoir relatif, certes, mais qui s'exprime à travers donc la possibilité d'épargner les animaux autant que possible, mais, et vous allez voir que Kant reste quand même très du côté de l'anthropocentrisme à ce niveau, on peut détruire l'animal lorsque l'intérêt des hommes est impliqué de manière nécessaire, c'est-à-dire que l'animal va nourrir l'homme, va permettre de vêtir l'homme. Les animaux restent pour Kant des instruments, c'est indéniable, en vue d'une fin qu'est l'homme, et je vous avais fait lire un texte qui portait sur cet aspect de moyen ou de fin. Et donc il ne blâme pas, par exemple, les anatomistes, qui vont faire des expériences sur le vivant pour de bons motifs, dans Doctrine de la vertu, qui est une partie des fondements de la métaphysique des mœurs, texte sur lequel je vous avais fait travailler un petit peu, le fondement de la métaphysique des mœurs. Donc dans la partie Doctrine de la vertu, il écrit ceci: « L'homme compte parmi ses droits celui de tuer les animaux, mais sans torture, ou de leur imposer un travail, à la condition qu'ils n'excèdent pas leur force, puisque nous sommes nous-mêmes soumis à cette nécessité. En revanche, il faut mépriser les expériences physiques cruelles que l'on pratique sur eux pour le simple profit de la spéculation, alors que le but pourrait être atteint sans elle. » Donc là, c'est un texte qui me semble très intéressant et que nous allons commenter un petit peu. Donc Kant nous dit qu'il y a deux manières de justifier le rapport à l'animal. Soit je le tue, soit je le laisse en vie. Donc le tuer ne se justifie que lorsque l'homme y satisfait des nécessités. On ne peut pas tuer par pure cruauté, par exemple, ou pour le profit et la spéculation. Donc, par exemple, on peut tuer un animal dont on a besoin de se nourrir, mais on ne va pas surexploiter des animaux alors qu'on n'a aucun besoin de cela. Par exemple, l'hyperexploitation qui viserait l'enrichissement n'est pas validée par Kant. On a en quelque sorte une distinction, elle est très classique d'ailleurs, cette distinction entre us et abus, littéralement usage et abus de cet usage premier, us et abus, littéralement, c'est vraiment le même mot. Donc je peux user de l'animal, mais je ne dois pas abuser de l'animal. Et d'ailleurs, Elisabeth de Fontenay conclut à ce propos: la position kantienne est ici fort modérée. Elle consiste à laisser jouir en toute impunité des droits accordés par la nature et la tradition chrétienne. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté très traditionnel de Kant, on le voit. Elle distingue cependant l'u
de l'abus et ne scinde pas, sur ce point du moins, la sensibilité et la moralité. Donc vous avez un auteur ici qui vous dit attention, je peux tuer l'animal mais je ne dois pas le torturer. Je peux lui imposer un travail et le tuer à la condition que ça n'excède pas ce travail les forces de l'animal, donc je ne dois pas abuser de ses forces. On avait trouvé ça déjà dans les textes religieux, je vous le rappelle, cette idée qu'on ne doit pas abuser de la force de l'animal. On doit être méprisant en tant qu'homme à l'endroit des expériences cruelles qui visent la spéculation et dont le but pourrait être atteint sans cette cruauté. Vous pouvez faire le lien avec la manière dont aujourd'hui on essaie d'éviter autant que faire se peut dans l'expérimentation animale, on en reparlera puisque c'est l'objet d'un cours que j'ai prévu de faire avec vous en mars, la cruauté. On peut éviter parfois l'expérimentation animale et lorsqu'elle est évitable, il faut l'éviter. Alors elle ne l'est pas toujours pour l'instant, c'est-à-dire que les moyens de la science qui sont à notre disposition nous empêchent parfois de faire autrement, mais il faut viser comme un objectif à terme l'élimination de l'animal de cette expérimentation scientifique. Alors Kant n'hésite pas à considérer que l'homme peut disposer d'un animal comme d'une chose à sa disposition, il est bien chrétien, mais il en parle également de manière, on va dire, très allemande. En effet, dans ce cours, il compare l'animal à une pomme de terre. Alors, ça peut sembler tout à fait scandaleux, on va mesurer le sens de cet argument. Il n'hésite pas à considérer que l'homme peut disposer d'un animal comme il dispose du fruit de son agriculture. Si j'ai fabriqué un animal, donc c'est le cas dans l'élevage, eh bien cet animal est à ma disposition. Lorsque je fabrique une pomme de terre, eh bien je peux consommer la pomme de terre, je l'ai cultivée, elle est le fruit de mon travail. Alors il choisit la patate, c'est quand même un Allemand qui parle, donc les patates c'est important pour les Allemands. Et donc ces deux réalités sont son œuvre, il a fabriqué l'animal, il a fabriqué la pomme de terre, et donc il en dispose comme il veut. Vous voyez que là, eh bien, on retrouve un Kant qui, finalement, véhicule encore un discours qui, aujourd'hui, peut nous paraître tout à fait discutable, dans la mesure où on ne peut pas comparer une patate et un animal sentant et sensible. Voici ce qu'il écrit toujours dans ce cours. On peut dire des plantes, par exemple des pommes de terre, et des animaux domestiques, qu'on peut en faire usage, les consommer et les détruire, entre parenthèses, les faire abattre, parce que, sous le rapport de l'abondance, ils sont l'œuvre de l'homme. Donc si l'homme les a fabriqués, s'ils sont l'œuvre de l'homme, il peut disposer à sa guise d'eux. Alors, avec une nuance qui n'est pas négligeable tout de même, je crois qu'elle est quand même importante, c'est cette expression « sous le rapport de l'abondance ». C'est-à-dire que lorsqu'un animal est abondant, eh bien on peut en disposer à sa guise lorsqu'on l'a soi-même fabriqué en quelque sorte. Lorsqu'un animal par contre est rare, et je crois que c'est notamment le cas de ces espèces dont on mesure qu'on les pêche à l'excès, qu'on est en train de les faire disparaître, etc., eh bien là, Kant, sans doute, nous dirait qu'on ne peut plus disposer librement de ces animaux-là parce qu'ils ne sont plus sous le rapport de l'abondance. L'agriculture, vous le voyez, et l'élevage, qui sont des capacités mises au même plan de faire naître et de faire croître des êtres naturels que nous avons nous-mêmes engendrés, eh bien, l'agriculture et l'élevage donnent en quelque sorte, confèrent à l'être humain en quelque sorte un droit d'anéantir. On comprend que ces produits sont la pleine propriété de l'homme, ce qui bien sûr semble peu en accord avec ce que nous avons d'autre part dit au XXe siècle et au XXIe siècle, c'est que nous n'avons peut-être pas ce droit d'anéantir. Je vous renvoie à Derrida sur cette thématique-là. Voilà, alors je vous rappelle quand même que ce même Kant, dont on a vu dans certains textes qu'il désignait aussi l'animal comme un être sans conscience, un objet n'ayant qu'un prix, distingue, vous le voyez ici, animaux domestiques et animaux sauvages. C'est-à-dire que ce droit de préhension et d'anéantissement ne vaut que pour les animaux que nous fabriquons. Ça veut dire que tous les animaux sauvages sont exclus de ce rapport d'anéantissement. Donc ça vous renvoie à un questionnement sur la chasse, le braconnage, etc. Toute chose a un prix. Seul l'homme, vous le savez, en vertu de cette dignité qui est rattachée à sa raison et à sa conscience de soi, mérite le respect, un respect inconditionnel. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas être appréhendé
quantitativement, il ne peut pas être apprécié quantitativement, alors que l'animal, manifestement, peut l'être. Donc ça veut dire que respecter l'animal au sens fort n'a aucun sens pour Kant. C'est pour ça que ce sont toujours des respects indirects et des devoirs indirects. Seul l'homme a une valeur absolue et il trouve dans la nature les moyens d'accomplir sa fin, ce qui l'autorise donc à faire de l'animal une réalité ayant un prix. Je vous lis enfin un dernier texte qui s'appelle « Les conjectures sur le début de l'histoire humaine », dans lequel Kant écrit ceci. « Le quatrième et dernier pas qu'accomplit la raison, achevant d'élever l'homme au-dessus de la société avec les animaux, résida dans le fait qu'il comprit, quoique de façon seulement obscure, qu'il était au fond la fin de la nature, et que rien de ce qui vit sur terre ne pouvait entrer en concurrence avec lui sur ce point. La première fois qu'il dit au mouton « La peau que tu portes, la nature ne te l'a pas donnée pour toi, mais pour moi », qu'il la lui retira et s'en revêtit, il prit conscience d'un privilège qu'il avait, en raison de sa nature, sur tous les animaux qu'il ne considéra plus désormais comme ses compagnons dans la création, mais comme des moyens et des instruments dont la volonté peut disposer en vue d'atteindre les fins qu'elle se propose à son gré. On voit ici donc Kant être encore le vecteur d'un anthropocentrisme à travers l'argument téléologique. Je vous rappelle que le télos, c'est la finalité. L'homme est encore décrit comme le seigneur de la nature, il est la fin de la nature, il est le but ultime de la nature, ce qui va permettre de justifier que les animaux soient à son service. Là, on voit un Kant qui n'est pas prêt encore à sacrifier sa théorie téléologique, laquelle donc a une incidence très très claire sur le rapport à l'animal. Et j'aimerais conclure là-dessus, c'est que vous voyez un auteur qui est capable de reconnaître une sensibilité à l'animal, une souffrance de l'animal, qui refuse de torturer l'animal sans raison de nécessité, mais qui ne va pas jusqu'à refuser qu'on fasse usage des animaux. Pour lui, l'usage est légitime. Ce qu'il faut éviter, c'est un abus. Ça questionne bien évidemment sur notre société de consommation. Est-ce qu'elle fait usage ou est-ce qu'elle produit un abus? Est-ce que l'usage reste une pratique légitime? Vous avez de nos jours des véganes qui sont extrêmement critiques à l'endroit de cette position de Kant, en suggérant que même l'usage de l'animal est intolérable parce que c'est rabattre l'animal du côté du vulgaire objet. Voilà pour ce premier cours. Je vous proposerai dans quelques temps donc un équivalent sur la thématique de l'animalité en l'homme, ainsi qu'un cours sur Rousseau. Je vous remercie de votre attention, à très bientôt.